ça a été quand même l'irresponsabilité, parce qu'en fait, ils ont dit absolument n'importe quoi pour essayer de gagner et d'emporter le morceau, et une fois qu'ils avaient emporté le morceau, ils se sont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du désastre? Et depuis 3 ans, on essaie de gérer le désastre. Et au fond, si c'était si simple de quitter l'Europe, et si on était tellement mieux en dehors de l'Europe, vous croyez que les Anglais, ils hésiteraient à ce point, ils auraient autant de difficultés? Bien sûr qu'il y a des contraintes quand vous faites du collectif. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on voudrait voir aller plus vite et qui ne vont pas assez vite. Enfin, quand même, je pense que les Anglais, à leur dépend malheureusement, le peuple anglais, parce que c'est le peuple anglais qui souffre, hein, c'est pas M. Farage, hein. Lui il ne peine pas de l'affaire, hein. Mais le peuple anglais, il est en train de voir la souffrance qu'il a devant lui, du fait d'une décision qui leur a été un peu manipulée. En disant, on serait tellement heureux, sauf qu'on est dans un monde d'interconnexion, et le monde d'interconnexion, il nécessite que vous soyez dans un collectif qui vous protège. Et donc on a besoin de défendre ce modèle-là. Je ne veux pas être trop long, mais j'insiste vraiment sur ce sujet-là. On a besoin aussi d'une Europe, et ça rejoint la question qui m'était posée tout à l'heure, qui s'attelle au sujet des citoyens. Je pense que la difficulté qu'on a eue depuis des années, c'est le citoyen le sentiment que d'abord le fonctionnement européen doit être un peu ésotérique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un peu lointain. Ça ne paraît pas très démocratique. Or, le Parlement européen est un Parlement, c'est le ministre des Relations avec le Parlement qui en parle, qui fonctionne plutôt et qui a plutôt du pouvoir. Et la tradition française du Parlement est moins puissante que celle de la tradition du Parlement européen. Je dis ça devant des députés, je vais prendre des coups, mais reconnaissons que le Parlement européen, quand même, a une forme de puissance qui est assez aboutie. Et donc, on a besoin d'envoyer des gens qui défendent ça. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir du concret. Mais je ne connais pas de territoire qui puisse se développer en France, y compris le territoire le moins densément peuplé, le plus enclavé, qui soit à l'abri des contingences européennes. Au contraire, comme tu viens de le dire. Je ne connais pas un territoire qui ne soit pas, notamment les moins peuplés, dépendant de la politique agricole commune et de la façon dont on envisage la compétition avec les autres. Un territoire qui n'ait pas plus besoin que les autres, c'est les territoires les plus faibles qui ont les besoins faibles économiquement ou fragiles économiquement, qui ont besoin d'être défendus par l'Europe, qui ont besoin qu'on défende comment dirais-je, dans la compétition mondiale, un modèle particulier. Et c'est donc à l'extérieur de nos frontières qu'il faut le faire. Il n'y aura pas de défense des territoires si on ne fait pas. Il y a aussi une politique qu'on a souvent oubliée. D'ailleurs, on est un des rares pays, quand même, il faut le dire, qui, quand il y a des fonds structurels, oublie souvent de mettre les panneaux pour dire que ça a été financé avec les fonds européens. Enfin, que d'opérations financées avec les fonds européens, que d'opérations financées avec les fonds structurels européens, que des territoires ont pu bénéficier de politiques de maintien de services publics, de politiques de soutien aux infrastructures. Moi, j'ai toujours été frappé quand vous allez en Espagne, en Italie, même en Allemagne, en particulier en Allemagne de l'Est, parce que partout il y a un drapeau européen. Là, il y en a beaucoup parce qu'on est en disposition de campagne électorale et en meeting de campagne européenne, mais quand même que nous ne puissions pas voir tout ce qu'a pu faire l'Europe dans cette région, plutôt au sud, reconnaissons-le, dans cette région, mais là, il y a des fonds qui avaient été apportés, me semble-t-il, dans le Montargis en particulier, quand il y avait eu besoin de reconvertir tel ou tel site. Et donc, l'Europe, c'est à la fois la grande défense à nos frontières de notre modèle écologique, notre modèle économique, notre modèle social, notre modèle démocratique aussi. Et il y aura besoin d'avoir des parlementaires qui défendent le modèle démocratique. Parce que qui ne voit à l'œuvre un certain nombre de choses, y compris en Europe, de gens qui veulent démolir ce modèle démocratique. Et on a besoin aussi d'une Europe qui soit concrète pour les gens. Et l'Europe qui est concrète, c'est celle dont je viens de parler rapidement, c'est l'Europe des territoires. Et ici, je le disais tout à l'heure, un programme leader, qui est aussi un programme européen qu'on oublie aussi souvent. Et souvent, quand on a dit les fonds européens, on les consomme mal en France, on a toujours dit c'est la faute de l'Europe. La vérité, c'est plutôt la faute de la France. C'est parce que nous ne savons pas en France gérer de façon efficace les fonds européens. Je vous prie de croire que dans un certain nombre d'autres pays, les choses se font bien. Voilà ce qu'on a à faire. Nous sommes des constructeurs et des bâtisseurs. Je me souviens toujours, et je vais conclure là-dessus, d'une discussion que j'avais eue. Je ne connaissais pas José Bové, j'avais quelques a priori qu'on peut avoir parfois, parce que j'avais une image un peu... J'avais fait un débat il y a très longtemps, oui, enfin il y a un certain temps, une dizaine d'années, sur la politique agricole commune. Et j'avais trouvé qu'il était en fait très en dialogue, et ça rejoindra le propos de Louis d'une certaine façon. Il m'a dit ce qu'on apprend à l'Europe, c'est que c'est pas facile et qu'il faut trouver des alliés et faire des compromis. Et on a besoin, avec notre liste, de trouver des alliés pour faire des compromis qui aillent au service de l'Europe et pas au service de la démolition. Parce qu'au fond, ceux qui veulent rendre l'Europe aux nations, si je peux dire, ou être sur son repli identitaire, vous ne croyez pas qu'à ce moment-là, les égoïsmes nationaux ne se mettront pas à l'œuvre. Et quand les égoïsmes nationaux se mettent à l'œuvre, ils se mettent à l'œuvre les uns contre les autres. Et donc ils sont d'accord pour détricoter l'Europe, mais au fond, très vite, ils seront d'accord sur rien, parce qu'en fait, leur projet n'est qu'un projet de détricotage. Et moi, je comprends qu'on ait un projet alternatif, hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on va dans un Parlement européen, je pense qu'on y va aussi pour construire quelque chose et pas simplement avoir comme perspective une perspective de on va détricoter ce que pendant 60 ans nous avons passionnément essayé de construire. Et
Je finirai par ça. Ne croyons pas quand même que les forces qui sont à l'œuvre à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières ne soient pas des forces dangereuses pour l'équilibre de l'Europe. On est à la fois attaqué dans la compétition mondiale, je pense, du point de vue économique, à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de faire renaître ce qu'il y a eu de pire en Europe, c'est-à-dire les replis nationalistes et les replis identitaires. Et en Europe, quand vous faites ressurgir ça, je ne connais pas de contre-exemple historique que ça n'amène pas à la catastrophe. Et la catastrophe, elle touche toujours les plus fragiles, les territoires les plus fragiles et les habitants les plus fragiles, parce que c'est généralement ceux-là qui trinquent les premiers. Donc on a besoin d'être constructeurs, d'être lucides sur un certain nombre d'échecs de l'Europe, l'échec démocratique, c'est quand même dramatique que sur une élection qui engage au fond le destin de nations et de 27 autres nations, on ait si peu d'engagement en termes de participation. En tout cas, nous, on a à éclairer les enjeux, et puis on a à les éclairer comme des gens qui sommes des bâtisseurs, et d'essayer de nous mettre dans la filiation, modestement, des bâtisseurs, mais à chaque étape son moment, mais le moment européen que nous vivons est un moment suffisamment important pour que nous soyons tous mobilisés pour faire voter les gens, quand bien même vous avez raison, monsieur le maire, parce que ça c'est la démocratie. Vous ne voterez pas sur la liste que nous soutenons tous, mais quand même d'abord pour aller voter, et ensuite pour aller voter pour cette liste, parce que c'est celle-là qui, me semble-t-il, porte les solutions en Europe et les solutions pour la France. Merci beaucoup, j'ai été trop long. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être court pour qu'on puisse avoir un échange et prendre des questions-réponses. Déjà, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour l'organisation de cet échange et monsieur le maire pour votre accueil et effectivement vos mots aussi élogieux que parfois rares. Et pour autant, ça fait vraiment plaisir quand vous voyez que vous trimez depuis 2 ans et que vous avez de tels propos, parce que je crois que vous êtes dans le vrai. Et puis, remercier également Olivier, mesdames les députés, et puis Louis et Clémence pour leur énergie et puis leur volonté de faire progresser ce dossier européen. Moi, j'ai 38 ans, j'ai 4 enfants, et je suis un bébé de l'Europe. J'ai toujours connu l'Europe. Et en fait, je crois que ce qui est extrêmement difficile, c'est aujourd'hui, autour de nous, beaucoup se demandent, mais au final, à quoi sert l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe change dans notre quotidien? Et peut-être trop souvent, et c'est une responsabilité qui nous incombe à tous, en tant que citoyens, encore plus quand on est politique, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal aussi à faire comprendre à notre société, de manière générale, en quoi l'Europe est quelque chose de si important pour nous. Ce que Clémence disait tout à l'heure sur le volet identitaire. Aujourd'hui, on est beaucoup à se retrouver dans l'Europe en se disant « je suis européen ». Mais enfin, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, surtout quand les journées sont difficiles, mais est-ce que l'Europe, elle me sert à quelque chose? Et je dirais que cette question, elle revient de plus en plus, surtout quand vous avez souvent des oppositions, parfois par souci de facilité, j'y reviendrai, qui, vous savez, dit quand ça marche bien, c'est grâce à nous, et puis quand ça marche pas, c'est de la faute de l'Europe. Et ça, on l'entend tous les jours. Et je crois même qu'on est certains à l'avoir déjà dit. Et en fait, on oublie en quoi l'Europe est quelque chose de fondamental pour nous. On n'a pas encore dit, enfin le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle d'Europe, c'est quand même le mot de la paix. Aujourd'hui, ça fait 69 ans que Robert Schuman et d'autres, avec l'inspiration de Jean Monnet, avaient fait cette fabuleuse déclaration du 9 mai 1950, qui est une déclaration en faveur de la paix, qui est une déclaration qui, relisez-la ce soir, elle est très courte, elle fait 2 pages et demie. Pour tout vous dire, je l'ai relue ce matin en me levant. Elle est incroyable. On est 5 ans après la sortie de la guerre. On a Robert Schuman qui nous explique, vous savez, il n'y a pas d'autre solution pour assurer la paix de nos enfants que de dire que ce qu'on a de plus précieux à l'époque, c'est-à-dire notre appareil de production, du charbon, de l'acier, de quoi découle notre indépendance, eh bien, on va le mettre en commun avec ce pays qui nous a déclaré 2 fois la guerre en moins de 40 ans, parce que, je cite, ces territoires qui produisent ce charbon et l'acier, la guerre y sera impensable, parce que la production sera trop importante d'un point de vue économique, et de toutes les manières impossible, parce que la production ne pourra plus être tournée vers de la production d'armes. On est 5 ans après la guerre, avec tous ces traumatismes. Imaginez la force de cette déclaration, imaginez le courage politique qu'il a fallu. Et aujourd'hui, ce mot de paix,
qu'on peut nous ensuite mettre en avant avec cette notion d'environnement qui est objectivement, mes enfants à 10 ans, elle a déjà une conscience environnementale incroyable, je crois que c'est partagé par beaucoup dans cette salle, cette notion de justice sociale, ces nouveaux facteurs de paix, parce qu'en vrai ce sont des nouveaux facteurs de paix. Ce volet d'équité commerciale, ce que disait Marc à l'instant, il ne faut jamais oublier que tout conflit dans le monde, à chaque fois, naît de différents commerciaux. À chaque fois. Et c'est d'ailleurs le sens de la déclaration de Schuman, il l'avait très bien vu. Et on sait très bien aujourd'hui que ce qui nous réunit, ces fondements, eh bien, effectivement, si on l'a fait et on le joue collectif, on assure un avenir à nos enfants. Et je crois que ce qu'on n'arrive pas suffisamment tous à percevoir, et c'est ça un des défis qu'on a et que Louis et Clémence devront porter et qu'on devrait pousser, c'est effectivement dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on voit le drapeau européen au-delà de cette salle? Est-ce que lorsqu'on reçoit les aides de la PAC, comme disait Louis, on a fait les mêmes études, moi je suis ingénieur agronome également. Quand vous êtes ingénieur agronome, vous savez tout de suite à quoi sert la PAC. Mais aujourd'hui, qui dans nos concitoyens se disent notre agriculture est dépendante de l'Europe? Quand vous parlez du numérique et qu'on se dit effectivement le numérique, le désenclavement, il est permis aussi par les fonds européens. Quand vous parlez de développement économique, quand vous dites oui, c'est aussi permis par ces fonds européens. Quand vous prenez, alors c'est pas le cas ici, mais il y a quelques jours, on a sauvé une aciérie qui est Ascométal. Je ne sais pas si vous avez sûrement vu, mais Ascométal, on dit on l'a sauvé parce qu'on est allé chercher d'autres partenaires qui sont venus investir. Mais la première des raisons qui a permis de sauver l'aciérie, c'est que l'Europe, pour une fois, a réussi à mettre des barrières aux frontières pour faire en sorte que l'acier chinois ne puisse venir dans notre pays comme il venait auparavant. Ça aurait été impossible sans l'Europe. Impossible. Et je sais d'autant plus qu'on s'était déjà battu, moi je bossais à ce moment-là avec Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, en allant voir les Chinois en disant ça ne peut pas durer comme ça. Et donc on est allé voir l'Europe en disant il faut absolument mettre ces barrières. On avait mis beaucoup de temps et enfin on y est arrivé. Et aujourd'hui ça permet à des emplois d'être sauvés. Et fondamentalement notre enjeu c'est que cette Europe au quotidien on ne l'aperçoit plus, ou pas suffisamment. Comment vous expliquez à vos enfants l'Europe? C'est une bonne question. Soit ça devient identitaire, soit en fait il faut l'expliquer. Et expliquer, pour moi, c'est un rôle massif qu'on a. Et je crois que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Ce qui se joue, c'est peut-être une dernière chance de redonner ce second souffle à l'Europe. Si nous, on n'y arrive pas, je crois malheureusement, et il ne faut pas être grand clair pour le présager, quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, en Hongrie, en Italie et dans bien d'autres pays, je crois malheureusement que si nous, on n'arrive pas à donner ce second souffle, vers une Europe plus forte, avec une France plus forte à l'intérieur, une Europe sans naïveté, une Europe très exigeante, une Europe où on revoit la gouvernance, comme disait Marc, une Europe plus proche des citoyens, une Europe où en fait l'Europe parle aux gens, tout simplement, comme nous, elle nous parle dans notre quotidien. Et si on n'arrive pas à le faire porter, à ce moment-là, on peut se faire véritablement du souci pour demain. Et comment on le fait porter? Là, vous avez plusieurs discours. Vous avez le discours de la République en marche. Désolé de faire un peu de pub, mais j'y crois profondément. Ce discours qui se dit, au premier jour, on se dit l'Europe est essentielle, pour les raisons que je viens de dire. Mais en plus, il n'y a pas de fatalité, on peut la changer. Parce qu'on peut y arriver, avec cette exigence, sans cette naïveté, à changer le quotidien, à faire en sorte que le budget de la PAC, ce ne soit pas le budget qui est aujourd'hui annoncé, mais un budget qui soit vraiment en protection de nos agriculteurs. De faire en sorte qu'on arrête de signer un accord de libre-échange avec, même si c'est les États-Unis, parce que les États-Unis ne respectent pas les engagements de l'accord de Paris, et donc vont venir concurrencer le produit de nos agriculteurs, qui eux n'auront pas d'OGM ou seront respectueux de l'environnement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Alors, les oppositions vous disent, il ne faut pas le faire, etc., votez pour nous. Et c'est là où il faut réaliser un truc, quand même. C'est que la droite, ça fait combien d'années qu'elle est au pouvoir en Europe? La droite siège avec le PPE. Le PPE, c'est ceux qui sont au pouvoir en Europe depuis des années. Mais ils n'ont pas fait avancer le schmilblick. Ou sinon, on n'aurait pas cette crise qu'on connaît aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui lui dit, votez pour moi, elle est belle l'affaire. C'est ce qui s'est passé en 2014. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'on a une véritable opportunité, parce qu'on fera ces alliances centrales au niveau européen, avec ceux qui portent le même projet, de changer la donne. Et je terminerai juste, parce que vraiment je veux qu'on puisse faire plutôt de l'échange, avec, j'ai commencé par Robert Schuman, je voudrais m'arrêter en le citant, ce que je disais tout à l'heure. Robert Schuman, dans cette déclaration, vous regarderez, il dit « Il faut que nous fassions des efforts créateurs à la hauteur de ce qui est nécessaire pour assurer la paix. » Et il ne parle pas, faut faire en sorte qu'on fasse une coalition, qu'on fasse une motivation, il parle d'efforts créateurs.
Et je crois que tout est dit dans ce mot. L'Europe, c'est un effort, c'est pas un acquis, c'est un combat. Il faut toujours l'avoir en tête. Il faut se battre pour l'Europe. Parce que si on ne se bat pas, la solution de facilité, et la nature aime beaucoup la facilité, la solution de facilité sera toujours de dire c'est de la faute de l'Europe. Toujours. Et regardez toutes les oppositions, c'est hyper facile ce qu'ils font, hyper facile. Ça marche pas, c'est de la faute de l'Europe. Et puis d'ailleurs, pour faire un peu de pub, je vais prendre un drapeau européen, je vais le jeter par terre et mettre un autre drapeau français. C'est toujours plus facile. Et créateur, pourquoi? Parce qu'il faut être imaginatif. Ça ne va pas nous tomber du ciel. C'est parce que nous, on va aller porter ce projet européen, celui qu'on a annoncé aujourd'hui, allant du glyphosate, disait oui, à soutien de la PAC qu'on abordera. Et je crois que cet effort créateur, c'est ça qui doit nous animer. Et en tout cas, s'il n'y avait qu'une chose à faire, c'est de mobiliser. Mobilisons à la fois ceux qui croient dans ce projet, mais même tous ceux qui veulent parler d'Europe et véritablement d'Europe. La plus grande fierté qu'on pourra avoir à l'issue de cette campagne européenne, c'est si effectivement nos concitoyens se sont mobilisés pour l'Europe. C'est un formidable message qu'on pourrait renvoyer. En tout cas, comptez sur nous pour se mobiliser et j'espère qu'on pourra aussi compter sur vous pour le faire. Merci encore pour votre invitation. Merci bien pour ces exposés, ces présentations. On va passer sur un temps de questions-réponses avec la salle. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir. On vous passe le micro. On va prendre deux questions, je vous propose. Justement, avec M. Salvini en Italie, les futures routes commerciales, vous décidez de rentrer par l'Italie pour faire la future 5G, pour qu'elle soit uniquement dans les mains de puissances qui ne sont pas des puissances européennes, c'est des puissances qui sont extérieures et dont je ne pense pas qu'elles veuillent forcément, œuvrer pour les intérêts des Européens et non pour les intérêts des Français. Et donc on a absolument besoin de construire une Europe qui soit une Europe qui défende nos intérêts aux frontières, qui défende nos intérêts économiques. Et on a face à nous un certain nombre de gens, de concurrents, parce qu'on peut en dire un mot quand même, qui, soit très directement, pas très subtilement, donc d'autres de façon plus subtile, essayent de dire qu'il faut quand même déconstruire. Alors il y a ceux qui parlent de l'Europe des nations, il y a ceux qui disent qu'il faut envisager de sortir des traités ou d'imposer de nouveaux traités, mais tout ça, ils vendent du rêve. Au fond, moi, j'en veux beaucoup aux responsables publics anglais d'avoir de tous les échiquiers. Ceci dit, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer un petit peu ce qu'est cette liste Renaissance, ce qu'elle porte et dans quel esprit elle a été faite pour apporter une ambition européenne autour de la majorité présidentielle pour la réformer. Il y a quelques mois, l'an dernier, dans la vie, je suis un scientifique qui travaille notamment sur les questions de santé et d'alimentation. Et je suis un militant de l'interdiction du glyphosate. Alors c'est vrai que, étant engagé au MoDem depuis longtemps, j'attendais beaucoup de la majorité pour prendre une décision forte sur le sujet. Et puis, quand j'ai vu, au mois de, je crois que c'était septembre 2018, qu'on avait repoussé, ça m'a un petit peu mis en colère en tant que scientifique, parce que quand on est attaché à quelque chose, voilà, ça peut être saisi par l'instant, et du coup j'avais échangé avec Marc sur ce sujet-là, et en fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait tous les deux raison. Moi j'avais raison de vouloir de prôner l'interdiction du glyphosate, parce que je connais ses dangers sur l'environnement, pour la biodiversité, on commence un petit peu à en parler maintenant. Je connais ses dangers pour la santé, notamment pour les travailleurs agricoles qui sont exposés à cette molécule qui est dangereuse. Et on a vu récemment dans l'actualité avec des condamnations très lourdes qui ont été prononcées aux États-Unis et un certain nombre d'actions qui sont en cours, puisque Monsanto sur ce sujet a menti, c'est ce qu'a dit ce qu'a dit la justice américaine. Et donc légitimement, je dis, il faut interdire cette molécule et avancer vers une agroécologie, une agriculture plus respectueuse et de l'environnement et de la santé des agriculteurs, mais aussi des ruraux que nous pouvons être et qui vivons dans ces espaces où cette molécule est utilisée. Et Marc m'a dit, fort justement, il m'a dit oui, mais c'est une question européenne parce qu'il faut protéger notre modèle d'agriculture européenne. Et il est vrai, alors on critique beaucoup la PAC aujourd'hui, en disant qu'on va parler d'agriculture raisonnable.
Moi, j'aime pas du tout ce terme parce que ça laisse à penser, quand on a mis la politique agricole commune en place dans les années 50, c'est qu'on a été déraisonnable, ou qu'on ne s'est pas posé la question d'être raisonnable. Or, c'est tout le contraire. Quand on regarde les conditions de mise en place de la PAC au sorti de la guerre, c'était des questions liées à assurer l'alimentation de chacun, assurer un standard de vie aux agriculteurs. C'était le cœur de la PAC. Et aujourd'hui, force est de constater que cette PAC-là a réussi. À tel point que d'ailleurs on est rentré dans des systèmes de surproduction qui montrent que vraiment on a mécanisé, on a développé, mais ça s'est fait au détriment de notre environnement. Donc je trouve que le reproche que l'on peut faire aux agriculteurs et aux politiques au début de l'Europe d'avoir mis en place cette PAC n'est pas justifié. Parce qu'ils ont réussi à nourrir l'Europe au sortir de la guerre où on est encore au ticket de rationnement et d'assurer notre approvisionnement alimentaire. Mais, petit à petit, notamment au cours des années 2000, la question environnementale est devenue un sujet. Et donc l'idée, plutôt que jeter cette PAC, c'est de la faire évoluer et de défendre un modèle européen d'agriculture responsable. Et donc, si on veut que cette agriculture qui a réussi sur les premiers enjeux, les premières missions qu'on lui a données, en rajoutant d'autres, il faut qu'on le fasse au niveau européen. Parce que si on le fait qu'au niveau français, on va créer des distorsions de concurrence, et on va mettre en danger notre agriculture. Or, on est plus fort ensemble. Et pour ça, j'ai un exemple. Quand j'étais étudiant à l'agro, il y a quelques années, Julien a peut-être eu le même discours de nos enseignants, on nous expliquait que l'agriculture à la française, l'agriculture familiale avec des labels de qualité, c'était fini. Dans le monde de l'OMC, ça allait être... l'alimentation allait devenir une denrée comme les autres. Et... on allait se standardiser. C'était le discours qu'on avait de nos enseignants. Et puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que la France, dans l'Europe, a porté un certain nombre de combats, notamment le combat des AOC. Et que, en ayant converti nos partenaires européens à ces labels de qualité, en disant vous aussi, vous gagnerez à avoir une agriculture de qualité, avec des labels qui sont respectueux des savoir-faire, des traditions, de l'environnement, vous aurez gagné dans ce monde en compétition. Et après avoir converti nos amis européens avec une directive, un règlement en 2006 sur les appellations d'origine protégée, on a réussi tous ensemble à imposer ce modèle-là au niveau international. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays qui regardent ce modèle qui à l'origine est français. Et si on était resté seul et qu'on n'avait pas porté ce message-là au niveau européen, les AOC auraient disparu. L'OMC n'en voulait pas à l'époque. Donc on a fait mentir, l'Europe a fait mentir les enseignants, et tant mieux, parce qu'on a préservé des savoir-faire qui permettent aussi non seulement de protéger l'environnement, mais de dégager des revenus rémunérateurs pour nos agriculteurs, parce qu'on le sait que c'est le moyen aussi de dégager pour eux plus de marge. Donc sur le glyphosate, c'est pareil. Il faut qu'on avance ensemble, parce que l'Europe ensemble, on pourra faire changer l'agriculture, avancer vers un nouveau modèle qui prend en compte de nouveaux enjeux. Et donc, dans ce sens-là, Marc avait tout à fait raison. Et donc, quelle n'est pas, je dirais, ma joie aujourd'hui d'être présent sur cette liste par rapport à cette compétence que je peux porter pour dire, en Europe, on va faire changer les choses et ça va permettre, tous ensemble, de faire bouger les lignes. Parce qu'on ne pourra pas régler les questions environnementales qu'au niveau franco-français. Et ce que je vous dis là, c'est un exemple à titre personnel, mais c'est le cas aussi pour beaucoup de colistiers. C'est une liste de compétences, avec beaucoup de gens qui sont issus de la société civile, et sur beaucoup de sujets, que ce soit la défense, que ce soit la recherche, que ce soit les migrations, il ne peut y avoir que de réponses européennes si on veut être efficace. On ne réglera pas le problème du changement climatique au niveau français. L'Europe peut se porter leader sur le sujet et avoir un effet d'entraînement comme on a pu l'avoir sur d'autres sujets dans le monde entier. Et donc pour ça, et je conclus sur cette petite présentation, c'est de vous dire que le plus important, c'est que pour qu'on puisse réformer, il faut que le 26 mai, le président de la République arrive avec une majorité de députés français réformateurs, de manière à ce que quand ils se mettent à la table des négociations, que ce soit sur l'immigration, sur la défense, sur le climat, ils puissent arriver
en ayant la légitimité politique et la force du nombre pour pouvoir peser en Europe. Et aujourd'hui, ce leadership, on le sait tous, ça ne peut être porté que par Emmanuel Macron. Et donc le 26 mai, faites le bon choix et faites en sorte que la voix de la France porte à Bruxelles et à Strasbourg pour que demain on puisse avoir une agriculture rémunératrice pour nos agriculteurs, protectrice de l'environnement, et que le message français puisse trouver sa place dans les institutions européennes pour faire bouger les choses. Je vous remercie. Bonjour à tous. Messieurs les ministres, bonjour. Madame les députées, maintenant on se voit pratiquement toutes les semaines parce qu'en fait, je suis habitante d'Eure-et-Loire, candidate de la liste, et donc je participe aux réunions de la région. C'est assez naturel. Et d'ailleurs, c'est une joie. J'essaie de défendre les couleurs haut et fort partout où je peux. Et figurez-vous que ce soir, je suis particulièrement émue parce que, en fait, ma famille est originaire de Pithiviers. Voilà, donc ça m'amusait de rentrer dans le berceau familial. Je n'étais jamais venue. Je m'appelle Benoît, du nom. Alors, je pense que les Benoît à Pithiviers, voilà, ça doit vous dire quelque chose. Une famille d'agriculteurs qui ont essaimé sur la Beauce depuis plusieurs générations. Et donc, j'étais très émue et je me suis dit, au fond, nous avons tous des attaches régionales, des attaches locales, vous voyez. Je me sens de Pithiviers. Et vous vous sentez certainement de Pithiviers, ou si vous êtes d'ailleurs, vous vous sentez d'ailleurs. Mais vous êtes aussi comme moi, et comme nous tous, vous vous sentez français. Et c'est bien heureux, notre pays, nous l'aimons. Et puis vous vous sentez aussi européen. Et peut-être est-ce là un nouvel horizon pour nous. C'est pas si simple, vous voyez, d'articuler les trois. Le local, le national